Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonsoir, bienvenue à votre émission hebdomadaire Angle Mort. Comme d'habitude, à ma droite, Yassine Merzougui, bonsoir. Bonsoir, Sahaf Torkoum. Merci beaucoup. À ma gauche, Tarek Hafed, bienvenue. Merci. Ça va, tu es Oui, parfait. Moi, j'ai pas de... Très bien. Très bien. Donc, sans attendre, on va essayer de décortiquer un petit peu l'actualité nationale. C'est très important. On commence par le Conseil des ministres. Tarek Hafed, Conseil des ministres. Quelque chose de particulier, enfin je cite de passage. Les ministres sont instruits de ne pas parler au nom du président. Ils étaient aussi instruits de sortir sur le terrain. Quelle lecture peut-on apporter à tout ça? Alors, c'est le premier Conseil des ministres de ce gouvernement qui a été remanié, effectivement. Donc, c'est intéressant parce que on a quand même des ministres qui sont dans des postes de souveraineté, c'est-à-dire des départements de souveraineté, que ce soit les finances, les affaires étrangères, le commerce, comme on a dit la dernière fois, maintenant c'est devenu quand même un département important. Et ce qui s'est passé, c'est que le président a consacré l'essentiel de ce Conseil des ministres, de ce premier Conseil des ministres, de ce gouvernement remanié, à donner des directives, des instructions, des orientations et parfois même des ordres. Enfin, des directives. Oui, des directives, mais vraiment, c'était à un certain moment, quand on lit le communiqué, on sent qu'il y a quand même une forme de... Il essaie de les tarabuster. Une fermeté pour, voilà, c'est la ligne de conduite, il faut la respecter. Premièrement, donc, première instruction, le Premier ministre a reçu instruction de diminuer le nombre de réunions du gouvernement. C'est-à-dire le nombre de réunions qui sont consacrées à l'étude des avant-projets de loi. C'est-à-dire en disant, maintenant, les réunions de gouvernement qui sont consacrées aux lois, et d'ailleurs, les lois, il y en a assez. Il faudrait même en supprimer certaines, il faudrait même en supprimer certaines, et ce qu'il faut faire maintenant, c'est aller sur le terrain. Très bien, merci Tal. Yassine, pourquoi ces directives en ce moment? Est-ce que l'action de l'exécutif ne répond pas ou ne répondrait pas aux attentes du chef de l'État, à votre avis? Oui, il y a de quoi. Quand on prend par exemple une loi, comme la loi sur le projet de loi sur la monnaie et le crédit, ça fait plusieurs mois qu'il a été déposé au niveau de l'APN. Mercredi, ils ont réagi, le bureau a décidé de le faire passer en plénière. Donc, ce n'est pas uniquement le gouvernement qui est lent, il y a aussi le législateur. Au niveau de la législation, il y a une lenteur qui est vraiment inexpliquée. On prend par exemple la loi sur le code de l'information, la loi organique sur l'information. Oui. Eh bien, et c'est quoi ça? Les élus du peuple, les géoïs. Non, il y a des lenteurs. Autant au niveau du gouvernement pour la préparation des projets de loi, autant au niveau de l'APN pour le traitement de ces projets de loi. Donc, j'espère qu'ils vont faire passer la loi sur la monnaie et le crédit, qui est une loi importante. C'est pas tous les jours qu'on change cette loi, parce qu'elle concerne surtout le commerce extérieur, les transferts de fonds, les investissements à l'étranger. L'actuel ministre des grands projets, on parlait d'un projet qui a été décroché par Consider en Tunisie. Eh bien, la Banque d'Algérie a tout fait pour bloquer l'exécution de ce projet. Pourquoi? Parce que la loi n'est pas adaptée à ce genre d'opération. À la réalité, effectivement. Donc, tant qu'on n'a pas la nouvelle loi sur la monnaie et le crédit, on ne peut pas avancer. Il y a des grands groupes industriels ici en Algérie
qui ne peuvent pas investir à l'étranger. Pourquoi? Parce qu'il y a un blocage au niveau de la loi sur la monnaie et le crédit. Oui, effectivement. On encourage l'exportation. Ok, c'est bien. Mais un exportateur algérien, j'exporte à l'étranger dans un pays africain quelconque. Au bout de 3 mois, si l'importateur ne m'envoie pas le montant de la facture, je suis poursuivi en justice. Oui. Donc c'est tout ça. Donc c'est des lois importantes pour le fonctionnement du commerce, de l'investissement et tout. Donc ce retard n'est pas justifié au niveau de l'APN. Et quand c'est un retard qui est causé par l'APN, c'est un retard causé dans le fonctionnement du gouvernement. On ne peut pas travailler sans la nouvelle loi. Même le code de l'investissement, il cite des dispositions qu'on doit amender au niveau de la loi sur la monnaie et le crédit. Donc c'est tout ça, le président Abdul Haqi Goulhakta, parce qu'il y a trop de lenteur. Quand on mobilise déjà vendredi, mais les ministres, la plupart ils samedi avec un groupe réduit, le Premier ministre le dimanche. Oui, donc il faut travailler avec célérité, voilà. Mais il faut travailler bien. D'aller se rencontrer au niveau du palais du gouvernement, il faut sortir sur le terrain. Justement, je reviens à ces directives par rapport aux sorties sur le terrain. Le ministre de l'Intérieur est instruit pour préparer des d'organiser, de préparer des sorties des ministres avec les wadis. Donc de coordonner la sortie. Depuis plusieurs mois, les ministres pratiquement ils ne sortent pas sur le terrain. Il y en a qui sortent, il y en a qui sont souvent sur le terrain. Il y en a, mais ils ne sont pas nombreux. Souvent sur le terrain, mais après, je pense que ce qui est important, c'est aller sur le terrain, mais pour du concret. C'est pas aller simplement sur le terrain, c'est-à-dire aller vers, c'est ce qu'il a dit, ce qui a été dit dans le communiqué, vers ce qui y a de plus important pour le citoyen. Le plus important pour le citoyen, c'est essentiellement le logement, l'eau, le travail, la route. Donc c'est vraiment l'électricité, c'est-à-dire tout ce qui touche à l'énergie. C'est les choses qui sont les plus importantes. Mmh. Mais effectivement, je considère que c'est quand même un tournant, ce qui s'est passé à le Conseil des ministres, parce qu'il y a effectivement toutes ces directives, plus 2 sujets. Oui, justement, je vais aborder le deuxième volet de ce qui a été débattu dans le Conseil des ministres. Je voudrais poser la question à Yassine Merzougui. L'un des sujets phares de ce Conseil des ministres, l'aérien et le maritime. Est-ce que ce qui a été dit, on a voulu travailler dans le secteur de l'aérien et du maritime, est-ce qu'il y a des manques? Est-ce qu'il y a des manquements aux directives? Non, avant de répondre à cette question, je vais continuer sur la lancée de Hafid. On a maintenant 2 catégories de ministres. On prend par exemple le ministre de l'Habitat. Quand il est sur le terrain, c'est pour inaugurer, c'est pour lancer des projets ou bien débloquer des projets qui sont gelés. Oui. Et on a d'autres ministres, voilà, j'ai une usine ou un petit atelier, on va faire de savoir et tout. C'est pas ça le rôle d'un ministre. Oui, c'est d'abord le déblocage des situations de certains projets. Donc j'espère que les gens vont prendre conscience de leur présence sur le terrain. Pour revenir à l'aérien et au maritime, je pense que l'aérien commence à avoir une forme nouvelle dans la gestion du transport aérien. Par exemple, récemment, il y a quelques mois, 6, 7 mois, 8 mois, je crois, il y a eu
l'Agence nationale de la navigation aérienne, qui était auparavant une direction au niveau du ministère. Maintenant, c'est une agence autonome qui peut faire le travail, coordonné avec les compagnies étrangères et tout. Donc, elle a un travail numérisé. Tout ça, ça peut aider à mieux fructifier notre flotte. Et même une utilisation optimale de la flotte étrangère. Donc ça, c'est un point concernant l'aérien. Concernant le maritime, bon, il y a quelques jours, il y a eu l'ouverture d'une enquête. Oui, on va y arriver. Donc le maritime, chauffe. Yahya a massacré ce secteur par ses décisions à l'époque, entre 2004 et 2008, là vraiment, enfin avant 2008, parce qu'il y a eu le Belkhadem entre-temps, mais les décisions de fragmenter la CNAN, qui a éclaté en plusieurs entités, on voit maintenant le résultat. C'est des entreprises à genoux et qui nécessitent beaucoup d'investissements pour pouvoir les relancer. CNAN met à genoux, il y a beaucoup de corruption, il y a beaucoup de malversation et c'est connu sur la place publique. CNAN Nord, Kif n'arrive pas à travailler. Bon. Yassine, si tu permets, on va essayer de décortiquer un petit peu le Conseil des ministres d'abord. Après, on revient aux affaires de malversation, donc à la CNAN. Donc, Tariq Hafed, l'aérien et le maritime, tu as parlé plusieurs fois. L'aérien et le maritime, c'est le ministère des Transports. Oui, parce qu'il y avait un changement au ministère des Transports. Oui, on a abordé un petit peu la question, le ministre désigné à la tête du transport, enfin, on sentait déjà que sa mission est de relancer un petit peu le secteur. Sa mission sera de relancer effectivement ces deux secteurs qui sont prioritaires, puisque même le Conseil des ministres, c'est-à-dire avec tout ce qui s'est passé comme directive et orientation, c'était effectivement les deux secteurs, les deux activités, on va dire, qui étaient inscrites sur le Conseil des ministres. Pour l'aérien, ça repose sur des éléments qui sont très simples en réalité, c'est la révision des textes. Réviser les textes pour permettre déjà l'achat, la création de compagnies et leur permettre l'achat d'appareils en leasing. Il faut surtout éviter la mauvaise expérience des débuts des années 2000 aussi, avec la création des compagnies. Je pense que si on parle de Khalifa en tant que compagnie, c'est-à-dire en tant que prestataire de services dans l'aérien, c'était une compagnie qui était correcte. C'est-à-dire le problème n'était plus au niveau du groupe. Mais on se souvient... de l'axe financier. Voilà, l'axe financier. Mais l'arrivée de Khalifa, d'Antinea, etc., c'est des compagnies qui ont bouleversé, qui ont complètement révolutionné la façon de voyager en Algérie. Il y a eu de nouvelles dessertes, il y a eu les prix ont baissé, il y a eu des créations d'emplois, etc. Il faudrait revenir dans cette dynamique, et cette dynamique, elle passe. Maintenant, il faut savoir que créer une compagnie aérienne en Algérie est quasiment impossible, parce que la loi impose l'achat d'avions neufs, alors qu'aucune compagnie dans le monde ne peut être créée avec l'achat. La seule compagnie encore, peut-être, qui reste dans le monde à acheter des avions neufs, c'est Air Algérie. Et là, d'après ce qu'on a eu comme information e-bourse la dernière fois, on avait fait un article là-dessus, c'est-à-dire qu'il y a une autorisation exceptionnelle qui va être accordée à Air Algérie pour aller sur le leasing. Mais il faudrait que le leasing soit généralisé, c'est-à-dire, je me souviens, il y a quelques années, beaucoup de personnes avaient ri en apprenant la création de sociétés d'avions taxi. Alors que l'avion taxi, réellement en Algérie, c'est la solution. Par exemple, Ndjilfa, l'Arwat, c'est des petits appareils, je mets mes bagages, je paye, j'arrive à l'aéroport,
je paye, je prends cet avion taxi et je me dirige là où je veux. C'est-à-dire qu'on a tellement le tissu, le réseau d'aéroports en Algérie est très dense et qu'il est possible de faire, par exemple, des vols Adrar, Timimoun. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de souci. Mais ce service existe réellement ici en Algérie. On prend par exemple le groupe RedMed. Oui, mais c'est du travail aérien. Il le fait pour Sonatrach. Mais tout à fait. Il y a des compagnies aussi étrangères qui le font pour Sonatrach. C'est dans un domaine bien spécialisé de l'énergie. Alors qu'il doit être généralisé, réellement. Ça doit être généralisé. Qui peuvent se payer un petit appareil de 6 places. Même pas ça, c'est-à-dire arriver à aller vers des modules d'une vingtaine de places, arriver à l'aéroport, payer son billet d'avion et monter pour des rotations. J'ai donné l'exemple. C'est comme on fait dans un bus. C'est tout, c'est-à-dire j'ai donné l'exemple de Djelfa al-Rouat. On peut aller vers, par exemple, Biskra, Ouargla Hassim Saoud, Biskra, Ouadsouf, mais ça, actuellement, c'est impossible parce qu'on oblige les personnes qui ont des projets dans l'aérien d'acheter des avions neufs, alors que le leasing est possible. Oui. Et pareil pour le maritime, c'est-à-dire qu'il faut comprendre que c'est un pays qui importe énormément, et qui a ambition d'exporter aussi. Et qui a ambition d'exporter aussi, et qui a ambition d'avoir des ports en eau profonde très importants, et qui avait des compagnies maritimes, une grande compagnie maritime, qui est à genoux. Tout nous vient de la mer, et tout nous vient du ciel, et on est incapable d'organiser ça pour l'instant. Et c'est dramatique. Tout ça, ce sont des millions et des millions de dollars qui partent. Je donne un dernier exemple. Sonatrach a sa propre compagnie aérienne. Sonatrach dépense des centaines de millions de dollars chaque année dans le fret. C'est-à-dire qu'elle n'a que des avions de transport de passagers, alors que c'est un manque à gagner qui est énorme. Il est à peu près, le chiffre que j'ai, c'est chaque année entre 400 et 500 millions de dollars qui vont dans le fret et qui profitent à des compagnies de fret étrangères. Si on cite juste le cas de la Tunisie, je crois qu'il y a 2 compagnies de fret aériennes. Merci Tarek pour tous ces détails. Yassine, tu voulais parler de Knan Nord. L'information que nous détenons pour le moment, un début d'enquête sur des actes de mauvaise gestion. Est-ce que tu peux nous donner des détails? Enfin, c'est un scoop, là. Oui, il y a une enquête qui est ouverte par rapport à la gestion de Knan Nord. Knan Nord, elle fait les pays nordiques et les États-Unis. Donc, il y a une enquête pour la gestion de cette compagnie, enfin de cette filiale du groupe, où le président du groupe actuel a été mis en garde à vue pour sa gestion antérieure de Knan Nord. Il a envoyé des bateaux non certifiés, la mauvaise gestion des rotations, il y a beaucoup de bateaux. Il y a un Timgad, je crois. Le Timgad, effectivement. Le Timgad est en otage depuis pratiquement 1 an. Les gens qui remplissent les soutes pour Knan Nord, Kemli, c'est le drame. Et chaque fois, c'est des procès contre Knan Nord et tout. C'était une mauvaise gestion. Donc, je pense que l'enquête a dit, elle va dévoiler la mauvaise gestion et la corruption qui était présente dans la gestion du maritime algérien. Ce n'est pas des personnes qui dahum tama. C'est un système organisé où Issa al-Qadima a profité pour casser le maritime algérien au profit des compagnies étrangères. Ça, c'est l'enquête qui va nous dévoiler tout ça. Il y a aussi, je pense, qu'on va vers une autre enquête sur IBC. IBC, justement, je vais essayer de donner quelques informations pour que nos téléspectateurs et nos téléspectateurs comprennent un petit peu c'est quoi IBC. Donc, je reviens tout de suite
Yassine, IBC, donc IBC pour rappel, c'est une société par action créée dans le cadre d'une joint venture entre la le Knan Group et le groupe Pharaon, CTI, la Raji. Donc il y avait cession de 51% des actions de Knan Group au profit de IBC. Enfin, les informations de l'époque disaient que c'est le premier contrat dans le fret international, c'est une première sur le marché. Donc est-ce qu'on peut avoir des informations d'abord comment le contrat a été signé? En plus, c'est quoi cette affaire d'IBC? IBC, bon, c'est un contrat entre le groupe Knan et la compagnie saoudienne Pharaon. Pharaon, effectivement. Ils ont créé une joint venture, une société par action où l'opérateur saoudien détenait 51%. Enfin, c'est le Knan Group qui a cédé 51%. Non, ils ont créé une nouvelle entité. Nouvelle entité. Et ils ont mis à la disposition de cette nouvelle entité, je crois, 8 bateaux. Et effectivement. 8 bateaux. Et on a donné la gestion à IBC. Donc il y a eu des malversations et des complicités. Bon, à tenir les bateaux, on connaît comme des crédits bancaires. C'est même la hito bakharlo. Jab Valiza fait $1 million qu'il a investi dans le capital et c'est tout. Bon, il y a eu un procès en 2012, je crois, où l'opérateur a été 2012. Il a été condamné. Bon, mais au bout de cette affaire, la CNAN a perdu tous ses bateaux. Donc, pourquoi? Parce que quand l'opérateur a senti le vent changer de sens, il a évacué tous les bateaux à l'étranger. Et il les a maintenus à l'étranger avec des sommes importantes pour les ports où ils sont stationnés. Donc maintenant, si on veut récupérer les bateaux Hadouk, il faut payer. Il faut payer. Et le montant du stationnement dépasse le prix et de l'alimentation des soutes, parce qu'il y a des bateaux sur lesquels il y avait encore du personnel pendant des années. Donc, خلصوا عمروا la soute باش يسحق الماء, l'électricité, كل شيء. Donc, il y a des bateaux dont la valeur fait même pas le 10e des charges qu'on doit payer. Donc, c'est hallucinant. Et voilà que كنت نقول كانت عصابة. Parle avec les chiffres, je vais donner à Tarek les rapports sur cette histoire, vraiment. C'était une bande organisée pour payer. Pour siphonner. Voilà. Classe que IBC est dissoute, il y a encore des poursuites au niveau de la Chambre de commerce de Paris, mais on va y récupérer. Mais c'est un cas d'école. L'origine de l'opérateur, le partenaire, c'est saoudien. Saoudien. Il a la Raji. La nationalité saoudienne parce qu'il a aussi la nationalité américaine et je crois même australienne. D'accord. Donc c'est pas ça le problème. Le fond, c'est d'étudier l'expérience. Donc je pense que c'est un peu ça. Il y a plein de maîtres aussi qui nécessitent un nettoyage énorme. Parce que le partenaire italien, il a siphonné toutes les structures de la CNAN, aussi bien en Italie qu'à Marseille, qu'à Barcelone, كامل مسحهم وداهم ليه كنا نجيبوا بهم des millions de dollars. Donc il n'y a plus rien, هو يدي كلش وخلصنا لهنا اون دينار et encore كيفاش يقولوا بالتربولات. Yassine, une question très très simple.
pendant toute cette période, il n'y avait pas d'État pour défendre l'intérêt du pays. Ceux qui géraient l'État, وعلاش هذا السعوديين جا هكذاك ويحيى جاتو من الفوق قالوا له اعطيلو. Yassine, c'est très important ce que vous dites, une page de publicité et on revient, restez avec nous. Rebonsoir, bienvenue encore une fois. Yassine, on parlait de, j'ai posé la question à l'époque, enfin à l'époque il y a quelques années, je me suis demandé où était l'État, puisque la corruption a touché pratiquement tous les secteurs d'activité. Tu parlais du maritime, est-ce que tu peux nous donner un peu plus de détails sur ça? C'était des responsables, c'était un enchaînement d'intérêts et d'instructions qui sont distillées verbalement avec des gens, bon, comme je parlais du patron d'IBC, il n'est pas actionnaire uniquement dans le maritime, il est actionnaire dans une autre entité qui dépend du ministère de l'Industrie. Avec cette entité, le contrat devait expirer en 2014. Le bonhomme est condamné en 2012, je crois, à perpétuité. Il était en fuite dans le mandat international. 2014, on lui a renouvelé le contrat pour l'entité dans laquelle il était actionnaire au ministère de l'Industrie. Donc, tu vois condamné par la justice, il a donné le contrat. Ne viens pas poser la question où est. Donc, ça se passait comme ça. Maintenant, ce n'est plus le cas. Les clés. Donc, pour enchaîner sur le maritime, les mauvaises pratiques du passé, mais Enfin, c'est les conséquences aussi. les conséquences. Alors, il y a un ministre qui part, ministre du Transport, qui demande à promouvoir une promotion pour le directeur général de Nashco. C'est une filiale du groupe maritime. Ça, c'est sous Beljoud? Beljoud, oui. Il a fait du bon travail, le directeur de Nashco. Alors, juste après, c'est l'inspecteur général du ministère qui débarque et dit qu'il faut le limoger. Donc il y a un ministre qui demande une promotion pour un DG, il y a son inspecteur qui demande son limogeage. C'est des contradictions. Et le nouveau ministre du Transport va hériter tout ça, il va arbitrer entre les deux. Est-ce que le directeur de Nashco est un bon cadre dirigeant qu'il faut promouvoir, ou là il est mauvais et on va le limoger? Tu vois, chaque ministre يجي يلقى لي بومب استناو فيه ربي يكون في عونه. هذا واش نقدروا نقولوا يعني j'ai donné un seul exemple. Donc même la stabilité des cadres, on a besoin de stabiliser nos cadres. Dans ces conditions, personne ne peut travailler. Donc si c'est fait dans la transparence, les gens vont essayer de reprendre le travail avec des objectifs bien précis. Merci Yassine. Juste une dernière question par rapport au directeur de Nashco. À votre avis, il doit être promu ou limogé, si vous le connaissez? On va aider un petit peu le ministre du Transport à prendre une décision. Je connais tout le monde au niveau du maritime, il n'y a pas de problème. C'est quelqu'un qui était déjà à Nashco. Il a été obligé de démissionner avec des conditions vraiment malsaines. On l'a repris au niveau de Nashco, il a redressé un peu la situation. Donc c'est quelqu'un qui bosse, qui travaille? Oui. Seulement, Nashco, il y a des cadres qui ont été placés par l'ancienne SABA.
Ils ont miné l'entreprise. Donc l'entreprise est minée s'il y a quelqu'un qui essaye. Quand Nashco fait des bénéfices, c'est pour le trésor public. Si on affaiblit Nashco, on va donner un cadeau aux opérateurs étrangers. C'est pour ça qu'il y a ce magma. Enfin, j'ai posé cette question pour donner un petit peu une idée au ministre du Transport, pour savoir... Non, c'est un homme juste, le ministre du Transport. J'ai suivi son parcours depuis des années. C'est un homme juste. Je crois qu'il va arbitrer de manière très juste le cas Hadat Nashco. N'en parlons pas des gens qui vont être emprisonnés, comment les remplacer. Je pense qu'il ne va pas céder la SABA pour lui proposer tel ou tel cadre. Il va étudier un peu les CV des gens pour placer des cadres qui sont vraiment à la hauteur. Merci Yassine. Donc une autre question récemment, enfin, hier ou avant-hier, une convention cadre entre Algérie Post et Alliance Assurance. C'est quoi ça? Oui, j'étais content pour Alliance Assurance quand même. Khlifati, il est là depuis assez longtemps, il est depuis 15-20 ans qu'il est. C'est une entreprise cotée en bourse et c'est une société quand même qui reflète les contradictions de l'espace économique algérien. C'est une entreprise qui fait des bénéfices, mais son action au niveau de la bourse d'Alger ne cesse de perdre en valeur. C'est une contradiction qu'on ne comprend pas. J'étais content pour Alliance Assurance par rapport au mur de Berlin qui séparait les assureurs privés et les assureurs étatiques. Cette convention va permettre à Algérie Post et Alliance Assurance de développer un business, des moyens de paiement. On va essayer de poser des questions sur les détails de cette convention cadre. Mais c'est la fin d'un isolement des assureurs privés chez nous. Parfois, ils étaient pas interdits, mais isolés des marchés publics. Donc, c'est une bonne chose que les gens prennent conscience qu'il n'y a pas de limite entre le privé et l'étatique. C'est une question, un assureur, on lui pose la question sur la prime et la ristourne et tout ça. C'est les performances d'un contrat. Merci Yassine pour toutes ces explications. Tu as fait une question sur l'Union européenne et l'accord. Alors, je n'ai pas encore posé ma question. D'accord. Il y a un responsable de l'Union européenne qui a dit clairement qu'on n'a rien reçu de la part de l'Algérie concernant une probable révision de l'accord d'association. Ma question est très simple. Mis à part la déclaration du seul responsable de l'Union européenne, est-ce qu'il est opportun pour l'Algérie de revoir ce cadre d'association avec l'Union européenne? Alors, il est très important que, effectivement, ce cadre soit revu. Mais pour le moment, l'Algérie n'a émis aucune... En fait, ce qui s'est passé, et ça a été très bien expliqué par le ministre conseiller commercial, donc ce responsable au niveau de la délégation de l'Union européenne à Alger, qui a organisé, donc ça s'est fait d'une façon pas vraiment informelle, mais il fallait juste réparer un rendez-vous manqué. Voilà. Il y a à peu près au début du mois de mars, la fondation allemande Konrad Adenauer a organisé un forum sur le mouvement de relocalisation. Alors j'explique très brièvement ce que c'est. C'est que essentiellement depuis le Covid, beaucoup d'industriels en Europe ont pris conscience qu'il fallait raccourcir les chaînes de valeur, c'est-à-dire que toutes les unités de production qui sont installées en Chine et en Asie devaient être rapprochées le plus possible vers les pays européens. Et en fait, ils ont pris conscience de ça au moment de la crise des masques. Parce que l'essentiel des masques dans le monde était fabriqué. Donc, ils ont pris conscience qu'il fallait rapprocher le maximum. Rapprocher le maximum, c'est quoi? C'est soit en Europe, soit
très proche de l'Europe. Et il s'avère que certains industriels ont commencé à chercher des territoires, des pays où ils pourraient installer leur industrie. Il s'avère que l'Algérie répond à énormément de critères en termes de proximité, en termes d'énergie, en termes, c'est-à-dire de main-d'œuvre, etc., etc. Donc, le 2 mars, ce monsieur Koutsiouris a fait une intervention en disant oui, c'est vrai que vous avez énormément d'atouts, mais d'un autre côté, il y a beaucoup de blocages au niveau du commerce, etc., etc. Donc, ce qui s'est passé, il a dit ça et il est sorti. Donc, les gens qui étaient sur place sont restés sur leur faim et ont demandé, ont dit non. Il a présenté un tableau quand même assez négatif de ce qui se passe en Algérie, alors qu'il devait rester, pourquoi est-ce qu'il n'est pas resté? Donc, mardi, la fondation Konrad Adenauer a organisé une rencontre avec ce responsable de Ça a été préparé sciemment pour bien sûr, pour qu'il puisse expliquer. Et pendant 2 heures, donc il y avait 2 économistes et des journalistes, pendant 2 heures, cette personne, ce responsable, a donné des explications. Alors, les explications, c'est, premièrement, c'est l'Algérie qui est venue vers l'Union européenne pour demander la signature de l'accord d'association parce que l'Algérie avait besoin à un certain moment de cet accord dont l'idée du président Bouteflika, c'était de revenir dans le concert des nations, etc., etc. Et donc, il y avait deux choix, soit l'OMC, soit l'accord d'association. On est parti vers l'accord d'association. Mais quand on entend ce responsable, il laisse entendre que finalement les Algériens ont mal négocié. Ensuite, il y a eu toute la phase où, justement, dans l'idée d'Aïsaba, puisque déjà ça avait commencé avec force à partir du 2e mandat, de tout miser sur l'importation. Et c'est là où on est revenu, on s'est retrouvé face à des responsables, à des groupes spécialisés dans l'import-import. Je reviens vers vous. Oui. Tarek a dit l'Algérie a mal négocié. Pourquoi, selon vous, nous avions mal négocié l'accord avec l'Union européenne? Moi, je pensais une chose. L'Algérie a négocié en position de faiblesse parce qu'on sortait du terrorisme. L'objectif à l'époque, c'était de reprendre un petit peu les relations avec les pays étrangers. Est-ce que c'est ça? Il y avait les deux à la fois. Je ne vais pas citer le nom du chef du gouvernement qui était à l'époque. Mais non, on peut citer. Bon, il y a eu la signature, il y avait des objectifs politiques. On a totalement ignoré l'OMC, l'Organisation mondiale du commerce. Enfin, l'adhésion entraîne depuis... jusqu'à ce jour. Oui, effectivement. On a choisi l'accord d'association avec l'Union européenne. Seulement, on a réfléchi politiquement comment sortir de l'isolement et puis comment faire profiter certains groupes qui Hafid, Tarek, spécialisés dans l'import-import. Il y avait des quotas bien déterminés. Alors, on a mis un système numérisé, oui, toutes les opérations dans le cadre de cet accord sont conclues en 15-20 minutes, pas plus. C'est des quotas. C'est des quotas, le premier arrivé, le premier servi. Donc, un an, je n'ai pas l'information. Tel jour, le 22 février ou la 19 mars. Donc, pour les inscriptions, par exemple, quelqu'un qui ne fait pas partie du clan, on lui fixe une date bien précise pour s'inscrire. Il débarque à 8h, 9h du matin pour essayer de s'inscrire et obtenir un petit quota d'importation exonéré. Il ne trouve rien. Il n'a plus accès au système parce qu'il y a des gens qui sont venus à 6h du matin, on leur a ouvert le système, ils se sont inscrits, ils ont bénéficié des exonérations sur les importations au classe.
Donc, sur le plan politique, oui, il y a de quoi meubler l'accord. Mais dans les faits, ça a profité à un clan, c'est tout. Et ça a profité. En fait, l'accord d'association, c'est devenu une sorte de tunnel de pipe d'importation de l'Union européenne vers l'Algérie. Et dans le sens inverse, il y avait très peu, rien. Parce que, ben oui, les Européens disent vos produits ne sont pas aux normes. Oui. Enfin, il y a des barrières. Voilà, il y a énormément de choses qui n'ont pas... En fait, on était mal préparés à cet accord, et donc ça a profité essentiellement aux Européens. Donc, à partir de 2009, je répète ce que dit ce monsieur, à partir de 2009, il y a eu une volonté des Algériens d'aller vers la révision. Mais, en fait, la révision, la volonté de réviser a eu lieu à partir de 2014-2015, et il raconte, il dit qu'on a vu une délégation, en fait c'est un accord, une sorte de document qui a été signé entre l'Algérie et Bruxelles, disant que non, on ne va pas réviser, mais on va aller vers comment trouver des mécanismes pour que cet accord puisse profiter pleinement, c'est-à-dire que les Algériens puissent profiter pleinement de l'accord. Parce qu'il y a des dispositifs qui sont possibles, c'est-à-dire pour l'économie algérienne. Sauf que le document, il dit que depuis 2017, on n'en entend plus parler, et on revient jusqu'à 2020 et 2021 à 2 reprises, il me semble, le président de la République Tebboune a dit, nous allons demander la révision de l'accord d'association point par point. D'accord. Sauf que jusqu'à aujourd'hui, il dit, nous avons entendu ce qu'a dit le président de la République, sauf que l'accord d'association comporte un processus pour la révision, et ce processus n'a pas été enclenché. Donc, jusqu'à aujourd'hui, nous n'avons rien reçu. Alors, il y a cet élément. Deuxième élément, l'accord d'association, c'est un accord essentiellement commercial. Oui. D'accord. Mais on voulait aussi politique. Oui, non, mais politique, commercial. Un système aussi de soutien de la part de l'Union européenne à l'Algérie à travers des programmes. Il y a formation, il y a énormément de ministères qui ont reçu des programmes. Autant le ministère de la Justice, le ministère de l'Intérieur, la police, la protection civile, la mise à niveau de la protection civile, qui est à niveau international, c'est fait aussi grâce à des programmes comme cela, et c'est très bien. Sauf qu'il dit, ce n'est pas un accord pour l'investissement. Ce n'est pas un accord pour l'investissement. C'est un accord commercial dans l'aspect économique. Et là, on en vient à la crise avec l'Espagne. Et il dit, oui, mais maintenant, vu que l'Algérie a imposé des restrictions, il parle de sanctions contre l'Espagne, maintenant, dans l'espace européen, l'Espagne n'existe pas. Dans l'espace économique, l'Espagne n'existe pas. C'est l'Europe qui est ciblée. Donc, voilà, c'est l'entité qui est ciblée. Et bon, là, on est rentré un peu dans un débat sur, vous, Européens, vous avez le droit de sanctionner la Russie, d'accord, pour vous considérez que la Russie a envahi et est en train de prendre un territoire qui est celui de l'Ukraine. Par contre, l'Espagne, qui a une responsabilité historique vis-à-vis du Sahara occidental et qui est en train de soutenir un plan totalement illégal, donc la réaction de l'Algérie n'a pas lieu d'être. Et en fait, on est rentré un peu dans ce débat. Oui, effectivement, il dit l'Algérie ne peut pas. Bon, l'Algérie a quand même, c'est un pays qui est conscient de la souveraineté, donc a appliqué des mesures en toute souveraineté. Donc il y a ça. Deuxièmement, il y a un élément aussi qui est important dans ce qui a été dit, c'est que au moment où l'Algérie a signé l'accord d'association, il y avait à ce moment-là 8 pays qui étaient dans la même situation, et il dit bien qui ont signé exactement le même accord. C'est le groupe des 8, donc ça va du Maroc jusqu'à la Jordanie, donc
autorité palestinienne, Israël, Égypte, Tunisie, etc., et Maroc. Sauf que, avec le temps, on voit que dans cette partie sud de la rive de la Méditerranée, il y a deux États qui sortent du lot. C'est Maroc et Israël, qui ont un statut encore beaucoup plus privilégié et avancé. Et en fait, ce sont des pays, surtout le Maroc, qui, eux, quand il dit oui, mais l'accord ne comporte pas une partie investissement, on se rend compte qu'au Maroc, les investissements européens sont énormes, et d'énormément de pays européens. C'est-à-dire que ça met, on voit, et d'ailleurs ça a fait l'objet même d'un rapport d'un institut allemand qui a été adressé au Bundestag en 2021, qui avait dénoncé ça. Tariq, par rapport à l'accord d'association, ça veut dire, qu'est-ce qui empêcherait de l'Algérie de revoir cet accord? Absolument rien. Un accord est fait pour être révisé. C'est-à-dire qu'à un certain moment, il y a possibilité de réviser. Il y a simplement... Surtout quand il ne bénéficie qu'à une partie. Bien sûr. Et le contexte de 99, 2002, 2005 n'est plus le contexte de maintenant, de 2023. Donc, il y a simplement des dispositions à respecter, un processus à respecter pour aller vers cette révision. Que gagne l'Algérie si elle revoit l'accord d'association? Non, d'abord, il faut optimiser cet accord. On a des produits exportables en Europe qu'on peut exporter dans ce cadre. Et à ce moment-là, ils seront doublement compétitifs. Mais les mécanismes des exportateurs, ils ne savent pas qu'il y a un mécanisme qu'il faut vulgariser d'abord. Qu'il faut vulgariser et qu'il faut expliquer aux exportateurs algériens que le produit algérien peut être concurrentiel en Europe et doublement concurrentiel s'il est exonéré de taxes. Donc c'est un peu la faute à la partie algérienne qui n'a pas bien expliqué les avantages de cet accord. Bon, mais notre force maintenant, c'est le code de l'investissement. Le code de l'investissement, il est très attractif pour tout le monde. Pour les Asiatiques, pour les Américains, pour les Européens. Reste, on attend le dernier décret concernant le foncier. Au classe, tout le monde va bénéficier de tout cet arsenal juridique pour obtenir une stabilité à long terme, des avantages fiscaux qui trouvent. Enfin, tu parles de non-environnement économique. Voilà, autant pour les Algériens que pour les étrangers. Quand on parle de bureaucratie, puisqu'il y a un guichet unique pour les étrangers, donc il n'y a aucun problème. Leurs dossiers peuvent être traités de manière numérique. Cet arsenal peut capter des idées. C'est-à-dire qu'un investisseur étranger peut se connecter depuis son pays, aller à la plateforme dédiée à l'investissement, s'inscrire, donner ses arguments quant à son investissement et on lui répond dans quelques jours sans qu'il se déplace ou là il dit là. Donc tout ça, c'est-à-dire qu'on doit oublier un peu l'accord d'association avec les Européens et on se concentre sur le code de l'investissement qui risque de ramener des non-européens, c'est-à-dire des Américains, des Sud-Américains, des Asiatiques, même des Africains. Nous avons des puissances en Afrique telles que l'Afrique du Sud, le Nigeria. Ils sont déjà présents, ils connaissent déjà le climat d'affaires en Algérie. Donc je pense qu'il faut axer l'effort beaucoup plus sur le code de l'investissement pour le vulgariser, pour expliquer un peu les avantages de ce code. Merci Yassine, merci Yassine. Restons toujours en Europe, mais cette fois-ci on va aborder une question qui ne nous concerne pas directement. Tariq Hafid, des manifestations en France contre la réforme du
du code de la retraite, des retraites. C'est Macron et son Premier ministre sont en train de supporter donc, les conséquences du passage en force. C'est ça. Et puis maintenant, on est vraiment... Les syndicalistes ont parlé effectivement de passage en force. Oui, passage en force. Même la presse parle d'un passage en force. Donc c'est une situation qui est très 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 compliquée. C'est-à-dire qu'on est quasiment dans la même situation que mai 68, où un gouvernement peut chuter, mais c'est vraiment la Ve République qui est en train de vaciller. Donc c'est très complexe, et puis les gens vivent une situation qui est de plus en plus compliquée sur le plan de où trouver de l'énergie, où trouver du carburant. Tout est en train les prix sont en train de monter en flèche, et les Français campent sur leur position. Quand on dit les Français, c'est-à-dire même si le président dit les gens qui sont dans la rue ne sont pas représentatifs. C'est ce qu'il a dit. Et d'ailleurs, on se pose la question, pourquoi dans d'autres pays sont représentatifs les gens qui sont dans la rue et en France ne sont pas représentatifs? Mais chez la grande poste, même partout. Mais oui, bien sûr. Non, mais on peut dire aussi, par exemple, même ce qui s'est passé en Ukraine ou là partout en 2014. Ou là. Les Français ne veulent pas avoir cette retraite à 64 ans. Alors, la dernière fois, j'étais en train de voir un sujet, je ne sais plus sur quelle chaîne française, où ils ont mis l'âge de la retraite dans les autres pays européens. Et en fait, les Français, même à 64 ans, restent encore plus bas que dans d'autres pays où c'est 67 ans. Donc, les Français tiennent absolument à ce côté, on va dire, bien-être social, avec un système social qui est quand même assez développé, qui est un acquis important, et surtout à cet âge de la retraite. Yassine, un mot sur ces manifestations en France. Moi, je fais abstraction de tout ça, de l'agitation de la rue. Je parle de la trésorerie du gouvernement ou bien de l'État français. C'est un État qui est au bord de l'effondrement. Il grignote un peu sur les niches. Il a pris cette fois-ci une niche concernant les retraites. Mais tout ça, c'est pour couvrir la corruption qu'il y a. Il y a des gens, enfin, EDF, son gaz de France, a été ruiné au profit de la mafia de Et maintenant, pour redresser EDF, on a besoin d'argent. D'où est-ce qu'on va le ramener? La planche à billets, c'est fini. C'est un pays qui est hyper endetté. La planche à billets, classe, il faut oublier. L'augmentation des taux directeurs, ils n'ont pas voulu aller vers ça. Et ce qui a fait affaiblir l'euro par rapport au dollar, ils sont pratiquement en parité. Donc tout ça, ça a provoqué un effondrement de la trésorerie française. Maintenant, c'est un élément, les retraites. C'est un élément sur lequel on peut ramener 40-50 milliards d'euros, pas plus. Mais ça ne couvre même pas 1% de la dette française. Donc, c'est un bras de fer, et puis ça a montré que la France est une vraie dictature. Dictature économique, au plan liberté, mais c'est une dictature économique, c'est un pays corrompu. On peut le prouver. On va aborder cette question plus longuement la prochaine fois. On va arrêter sur ce que vous venez de dire. La France, c'est une dictature économique, vous avez dit. Avant de terminer, Yassine Tariq, il y a notre ami et confrère Khlaf qui a perdu son père. Donc, nous présentons nos sincères condoléances et l'assurons de notre total soutien et de notre compassion. Donc je pense que son père n'a pas été encore rapatrié, donc on ne connaît pas dernière nouvelle de l'enterrement.
C'est la fin de notre émission. Nous vous donnerons rendez-vous la semaine prochaine pour de nouvelles informations, un nouveau regard sur l'information. D'ici là, prenez bien soin de vous. صحة صحتكم. Oui, ça restera comme.